Sans détour. Avec Sylvain Caron. Je m'appelle Sylvain Caron. Constamment aux aguets. À l'écoute. Découvrir les voix qui ne peuvent être entendues ou qui sont réduites au silence par les grands médias. À la recherche de la source du problème, très souvent, le chemin à parcourir est rempli d'obstacles de toutes sortes. Néanmoins, avec persévérance et acharnement, il est possible de mettre en place une stratégie de façon à prendre le chemin de la solution. Parfois, c'est une côte à remonter. La victoire est au bout du chemin. Prends une chaise à mes côtés. Viens t'asseoir et profite du spectacle. Ça, c'est moi. Vous, Monsieur Bélanger, t'as quel âge? J'ai 33. 33 J'ai ans. 33 cette année, oui. OK. Et puis, je suis originaire de La Sarre à la base. OK. J'ai fait toute ma jeunesse là. Et puis pour en arriver, mettons, en politique, là, on va dire le chemin complet, là. Oui. J'étais un joueur de hockey à La Sarre, tout ça, j'aimais bien ça. Après ça, je suis allé au cégep à Rouen. Bon, mes grands-parents ils restaient ici, donc j'ai resté chez mes grands-parents pendant 2 ans, là, OK. pendant le cégep. J'ai fait sciences nature appliquées, la partie appliquée, là. Sciences appliquées, on appelait à l'époque, là, maintenant on appelle ça sciences nature. Et puis après ça, je suis allé faire ingénierie mécanique à la Polytechnique de Montréal. OK. Donc, je suis parti à Montréal en 2004, 2005. Ouais. Et puis là, j'ai fait mon bac là-bas, 4 ans de temps. J'ai fait des stages à Montréal. J'avais pas prévu revenir. Tu sais, un peu, des fois, on prévoit pas tout le temps. Là. Ouais, oui. Et puis, quand j'ai fini mon bac, ça a vraiment donné, là, le timing était spécial parce que, bon, je m'en souviens encore, là, j'ai fini le 1er mai, puis le 2 mai, la job, là, j'ai changé de job, mais c'est une extension, là. Mon travail que j'ai commencé de travailler après l'école a été affiché là, la journée après que j'ai fini l'école. OK. Tu sais, le timing était vraiment incroyable. Là. Puis ça fitait bien, là, c'était ingénieur là, en hydroélectricité à Montréal pendant 1 an de temps en ingénierie là-bas pour le projet, pour un des projets à Bay James, Eastmain, Sarcelles-Rupert, c'est 2 centrales hydroélectriques là-bas. Qui est en ingénierie, qui allait être en construction dans les prochaines années. Là, on parlait de 2009, donc j'ai travaillé 1 an de temps à Montréal en ingénierie là-bas. Et puis après ça, j'ai mobilisé au chantier à Bay James. Donc là, après ça, et ce que ça impliquait, cette mobilisation-là, c'est qu'il fallait aussi déménager en région, à Rouyn-Noranda, pour prendre l'avion à partir de Rouen pour aller à la Bay James. C'était des ententes qui avaient été négociées comme ça avec les ingénieurs, les postes d'ingénieurs. Donc, j'ai mobilisé au chantier. C'était des horaires quand même assez intéressants, là, intéressantes. C'était, mais intenses. Pendant la construction, c'était 10 jours de travail consécutifs, à 10, 12 heures, 13 heures, 14 heures par jour. Ça dépendait des travaux, tu sais. Puis après ça, 4 jours de congé à la maison. OK. Donc, je revenais ici, j'avais un petit appartement avec ma blonde, là, le temps de ces travaux-là. Puis elle finissait son CA à l'école en même temps. Après ça, après la construction des centrales, là, je suis tombé en mode maintenance, en mode entretien, réparation, puis design des programmes de maintenance. Moi, j'ai travaillé là-dessus là, pendant finalement 5 ans de construction, de mise en route, mise en service qu'on appelle, démarrer les turbines finalement. OK. Ça, c'était moi puis mon équipe qui faisait ça. Et après ça, là, un 4 ans, là, plus la conception des devis de maintenance, les réparations, etc. pour les centrales. Et puis, après ça, en 2017, ça nous apporte en 2017 tout ça, là. Moi, je m'intéressais à la politique depuis quand même tout le temps, là. Spécialement le volet énergie. Bon, le volet énergie, changement climatique, énergie renouvelable, énergie fossile aussi, là, tu sais, un peu le melting pot de tout ça, là, c'est ça qui m'intéressait. Donc, j'ai commencé à parler avec un certain Monsieur Legault et son équipe pour voir avec eux s'ils trouvaient ça intéressant là, d'avoir peut-être un jeune en région avec une expertise en énergie. Ouais. Ça a bien fité, ça a bien fité. Je me suis super bien entendu avec M. Legault. Il était très ouvert à avoir des jeunes. Là. Il voulait avoir un bon match, là, on va dire, des gens d'expérience, des seniors, des moins jeunes, des plus jeunes. Bref, ça fitait dans son équipe. Mon expertise aussi fitait. C'était pas une expertise qui se trouve sur tous les coins de rue non plus en énergie. Exact. Donc ça fitait bien. Donc moi j'avais fait les démarches quand même longtemps d'avance, là, 1 an et quelques d'avance.
Donc, je suis devenu le candidat officiellement là, un an avant l'élection de 2018, en décembre 2017. Bref, après ça, j'ai commencé, bon an, mal an, à travailler un peu la politique à travers mon travail, parce que je faisais pas ça à temps plein, tu sais, je faisais mon travail plus la politique, là, pas à temps perdu, mais quand on avait des temps libres. Faut que je le dise aussi, là, j'ai une femme puis 3 enfants, là. Ah oui? Dans ce temps-là, je n'avais juste 2, là, je suis rendu à 3. OK. Fait que, bref, là, tu sais, j'étais quand même déjà bien occupé. Et puis, je continuais mon travail chez Hydro-Québec. J'ai pris un mois de congé pour la campagne, plus la campagne sans sol, tu sais, là, j'avais affûté mes vacances pour avoir une campagne la plus intéressante possible. Et puis, bon, là, j'ai fait la campagne, là, bon, on sait le résultat, là, finalement, on a terminé 2e après Québec solidaire ici. On avait travaillé fort, mais on était une très, très petite équipe. Puis quand je dis une très, très petite équipe, là, j'avais quelques collaborateurs, on va dire, autour de moi, mais j'en avais 2, que c'était mon père et ma mère. Ben oui. Sur cette petite gang-là, tu sais. Fait que c'était très familial, c'était très restreint comme gang, mais on a eu bien du fun. Mais tu sais, le fait d'avoir ma famille avec moi, là, moi j'avais mes enfants, puis ma conjointe travaillait, donc tu sais, ma mère, elle pouvait pas garder parce qu'elle venait avec moi pour des rencontres, tu sais, fait que c'était demandant, mais on n'a pas pu, je pense, tu sais, rencontrer autant de gens qu'on aurait voulu. Bon, ça, c'est ce que j'ai constaté, là, après. OK. Et puis, moi, tu sais, j'étais un gars de la Sarre. Je suis pas un Témiscamien, puis je suis pas un gars de Rouen. Puis là, ça me fait rire, puis je vais tout le temps mentionner ça aussi. À un moment donné, il y a un gars de mon âge qui est le conjoint d'une de mes amies, là, du coin de la Sarre, du coin d'Autier. Puis là, elle me dit, mon chum va voter pour toi, mais il peut pas croire qu'il va voter pour un conquérant de la Sarre. Tu sais, l'équipe de hockey de la Sarre, tu sais, lui, c'est un gars de Rouen. Fait que ça m'a fait réfléchir, les gens, tu sais, quand tu viens pas d'un milieu où tu te présentes comme député, ben, il y a un travail supplémentaire à faire, là, tu sais, pour gagner leur confiance, leur démontrer, regarde, moi, je suis installé ici, mais je viens pas d'ici. Puis, tu sais, je viens pas du Témiscamingue, tu sais. J'arrivais au Témiscamingue, là, j'entendais des gens, moi, je vais voter pour elle, elle vient du Témis. Oui, OK, mais avez-vous regardé leur programme? Êtes-vous d'accord avec leur programme? Pas besoin. Elle vient du Témis. Fait que ça, c'est mon histoire de la campagne. J'ai super bien aimé ça. Ça a fini quand même serré, là, 500 voix. Là. Et puis, mais le lendemain, je retournais travailler à Hydro-Québec. J'avais tout écoulé mes vacances, moi. C'était comme en fonction. Si je gagnais, j'allais faire ça. Si je perdais, je retournais travailler là, le lendemain, tu sais. J'avais pas le choix, mes vacances, c'était comme ça. Et puis, mais j'étais bien zen avec tout ça, là, j'étais bien content. Là. Puis j'avais participé à quelques moments aux stratégies énergétiques là, avec des proches conseillers de M. Legault et tout ça. Donc, exportation d'électricité. Là, moi, je voulais qu'on mise beaucoup là-dessus, électrification des transports. Ça, j'avais mis la main à la pâte là-dedans là, au maximum parce que c'est des domaines que j'aime bien. Et après ça, ben là, pour finir l'histoire, là, j'ai eu mon 3e enfant. Et puis là, j'ai des super bons amis à la CAQ, là, tu sais, j'y regarde aller, là, puis tout ça, là. Et puis je me rends compte que crime avec 3 enfants, là, c'est quasiment pas une mauvaise chose, là, que je reste plus proche de ma famille. Et puis, ben, on est là, moi, je suis pas mal rendu là. Je travaille maintenant, j'étais basé à la baie James avant, je suis maintenant basé à Rouyn-Noranda. Puis là, je suis gestionnaire des ingénieurs, là, de la baie James et de la BTB, là. Donc, c'est mon travail depuis pas longtemps après les élections. Parfait. Fait que c'est pas mal ça, le topo. Fait que, dans 3 ans, on refait ça, puis on gagne, c'est ça? Ben moi, honnêtement, je suis passionné de politique, tu sais, comme je vous avais écrit, là. Monsieur Legault, moi, c'est mon premier ministre. Tu sais, ben honnêtement, tu sais, moi, je suis quelqu'un de loyal puis de fidèle à Monsieur Legault parce que, bon, j'ai confiance en lui. Si Monsieur Legault, il me dit à Jérémy, qu'est-ce que tu dirais de te relancer ou de regarder les options, c'est certain que je serai à l'écoute. Mais, évidemment, selon un certain nombre de contraintes que je vais devoir valider, tu sais, avec ma famille, avec mon travail, tout ça, là, donc je peux pas comme tout garrocher ça là, tu sais, j'ai quand même 3 enfants, puis une maison, puis tout ce que tu veux là, à faire rouler, mais ça m'a intéressé, et puis je suis passionné de ça, ça les gens autour de moi le savent, donc je vais être à l'écoute, ça c'est certain. Une question pour un gars comme moi. La CAQ a gagné, la map est bleue. Ton partenariat avec M. Legault, y a-t-il encore une activité ou ben non, c'est complètement la... Ben, on a partagé quelques échanges sporadiques à l'occasion. OK. C'est pas comme s'il y avait un travail avec
un député, en tout cas. Non, c'est ça, là, tu sais. J'avais discuté un peu de ça avec les gens, le cabinet de l'énergie et des ressources naturelles. Oui. J'ai eu des bonnes discussions, mais tu sais, le fait d'être en région ici, puis le fait que moi je voulais rester en région, il n'y avait pas vraiment d'option, on va dire, temps plein ou temps partiel. Et aussi, de par mon travail chez Hydro-Québec, qui est à tout temps pratique, je vais dire, c'est une entreprise qui appartient au gouvernement. Donc, tu sais, il y avait aussi un peu, pas nécessairement des conflits d'intérêts, mais tu sais, une situation délicate là, dans un sens que tu joues un rôle avec le cabinet par exemple, ou avec des députés, tout ça, et tu joues un rôle pour la société d'État. Fait que bref, j'ai des échanges avec certains collègues ou anciens amis de la CAQ, mais de façon informelle. OK. Mais pas des mandats spécifiques Il rémunérés. n'y a pas une tâche ou une tâche spécifique. Là, on reste en contact. Oui, mais c'est informel. Je vais dire ça comme ça. OK, c'est parfait. Parfait. On est en pleine période électorale. Il y a un débat des candidats. Tu prévoyais-tu d'aller voir ça à soir? Ben, là, je voulais, mais là, ça va dépendre. Ma blonde, elle avait quelque chose aussi là, à soir, là, fait que... Bon. Je vais voir mes talents de négociateur tout à l'heure, mais j'avais prévu y aller, là, en effet. Ton opinion, avec qui, mettons que tu aurais été élu, est-ce qu'on dit député? Oui. Député. Des fois, je confonds avec l'anglais, whatever. Donc, tu es élu, tu es député, des élections fédérales qui s'en viennent. Avec qui tu aurais aimé faire affaire ou collaborer? Ben, faut que je dise aussi, je suis quand même aussi encore le président du comité local de la Coalition Avenir Québec à Rouyn-Noranda-Témiscamingue. OK. Ce qui nous demande un certain devoir de réserve par rapport aux élections fédérales. Bon, ça veut dire quoi, ça? C'était, par exemple, on n'avait pas le droit de s'impliquer activement dans la campagne, on va dire, d'un candidat précis. Okay. Comme par exemple faire du porte-à-porte avec le candidat quand tu es président du comité local, ça, on nous demandait un droit de réserve pour la durée de la campagne. Okay. Cependant, on avait quand même le droit de donner nos opinions, de partager par rapport aux politiques qui nous intéressent. Moi, honnêtement, je connais bien Alain Guimond. J'ai parlé à quelques reprises durant la campagne provinciale. J'ai rencontré Sébastien Lemire du Bloc à quelques reprises aussi. Monsieur Provencher aussi, Mario Provencher aussi, je l'ai rencontré à quelques reprises avant et durant la campagne l'année dernière. Même Jacques Girard, je l'ai rencontré aussi à quelques reprises. Claude Thibault aussi. Fait que j'ai eu des contacts avec chacun d'eux. À date, ce que je voyais d'intéressant, chacun là... Je vois que chacun des candidats était sérieux dans leur démarche. Je vais dire ça comme ça. Il y en a pas là qui sont là pour faire un show de boucan. Il y en a qui voulaient vraiment partager les visions de leur parti, puis aussi leur vision personnelle à eux, parce que bon, j'ai suivi quand même chacun des candidats là, aller. Et puis après ça, moi c'est sûr que la partie qui m'intéresse, c'est le volet nationaliste québécois. Je vais dire ça comme ça. Et puis le volet nationaliste québécois, moi c'est ça qui me tient à cœur. Moi je suis un nationaliste québécois. OK. J'aime beaucoup l'approche de M. Legault dans sa vision autonomiste à l'intérieur du Canada actuellement. Pourquoi? Parce que je sens que ça rejoint une majorité de la population québécoise. Mm-hmm. Okay. Donc les candidats et les partis qui proposent plus d'autonomie au Québec, qui veulent donner une marge de manœuvre législative au Québec, ça me tient à cœur beaucoup. Donc, c'est sûr, j'ai plus d'affinité avec ceux qui ont cette approche-là. Donc, si on va plus dans le détail, si on parle un peu du débat d'hier, par exemple par rapport à la loi 21, on a bien détecté, moi j'ai bien détecté qu'il y avait quelques partis qui étaient, on va dire, en faveur d'une liberté législative plus grande, et d'autres qui étaient plutôt dans un aspect de confrontation, dans une approche de confrontation avec le Québec face à cette loi-là en particulier. En 2-3 mots, loi 21, c'est quoi? La loi 21, c'est la loi sur la laïcité au Québec. En fait, la nouvelle loi sur la laïcité, là, ou la bonification. Ah oui, oui. Oui. Un paquet de sujets. Dans les... Moi, on va parler pour la branche qui... En tout cas, il y en a sûrement qui pensent comme moi.
Là, on a des élections fédérales. On est un petit peu blasé. Je suis d'accord avec vous. Moi, je m'en vais sur 60 ans. Toi, t'as 33, je me revois à cet âge-là. J'étais dynamique, là, tu sais, là. Plein d'énergie. Wow! OK, j'aimerais ça. En tout cas, on peut pas revenir en arrière. Mais là, on a ça. Thierry, il a dit une phrase en fin de semaine. On se parlait comme ça, puis, tu sais, blablabla. OK, il faut arrêter de mettre le feu à la maison pour la rebâtir. Ouais. Faut réparer, là. On est en mode solution, puis on répare, là, tu sais, là. J'avais apporté le thème, bon, que tu penses qu'il se passe à Hong Kong, puis tout, puis tu sais, Oui. des grosses affaires. Sur l'international, il y en a plein. Écoute, on met plus le feu au bâtiment, on répare. Tout ça, je me demandais, là, je parle pour moi, on a souvent, presque tout le temps, tu vois, il y a des élections, et puis on va voter pour le moins pire de la gang. Le moins pire. C'est plate de penser de même, c'est plate que ça soit comme ça, ça va-tu s'améliorer? Je peux même aller fermer la porte parce que c'est pas vrai, c'est Sans détour. Avec Sylvain Caron. Je m'excuse pour ça. Aucun problème. On est revenu. Donc, voter pour le moins pire. Oui. Est-ce que j'aimerais, de toi pour moi personnellement, encourage-moi à revenir actif dans la politique. Et puis, là, la map est bleue. Avec qui on ferait le meilleur match pour le fédéral? De ce que j'entends, M. Blanchet, il se débrouille bien, là. Oui, c'est vrai. Il y a comme une petite remontée puis tout. Oui. C'est dur à voir on ne sait pas encore qui va gagner, on le saura plus tard. Oui, c'est vrai. Mais si on avait le choix, moi pis toi t'es premier ministre de la CAQ, puis moi je représente tous les électeurs, et puis je devrais voter pour qui, moi, pour que ça aille bien pour toi? C'est dur à dire, honnêtement. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de... Il y a l'enjeu minoritaire-majoritaire. Donc, c'est-à-dire? Ben, si c'est un gouvernement majoritaire, par exemple, je vous donne un exemple, qui a dit explicitement qu'il voulait contester les lois de l'Assemblée nationale du Québec, là, je dirais, ça m'inquiéterait, par exemple. Tu sais, dans une optique, comme vous dites, là, de pas mettre le feu à la maison, on vient juste de mettre les nouvelles charpentes, là, tu sais, par rapport à ce projet de société-là de laïcité par rapport aux employés de l'État en position d'autorité. Okay. Donc, cette partie-là m'inquiéterait, tu sais, donc. Okay. Il y a plusieurs façons d'empêcher ça, entre guillemets. Tu sais, on peut dire, peut-être qu'au Québec, un gouvernement minoritaire serait une option au fédéral, c'est-à-dire, ça permettrait d'avoir une joute à la Chambre des communes qui limiterait les actions d'un gouvernement qui voudrait intervenir, par exemple, dans ce cadre-là. Bon, moi, c'est sûr que ça me tient à cœur beaucoup, cette loi-là. Donc, j'ai cette pensée-là quand je parle de vote. Okay. Ensuite, je reste quand même dans l'idée que le vote des gens doivent se faire majoritairement en fonction de leurs valeurs. Donc, de regarder les valeurs de chacun des partis et de choisir, oui, il y a l'histoire stratégique si on a vraiment une vision très spécifique, comme par exemple, ce que je viens de partager sur la loi 21, mais normalement, je pense que la bonne façon de voter, c'est de voter en fonction pour le parti qui représente le plus ses valeurs. Que ce soit, peu importe le parti. Je t'interromps. Dans la réalité, on a voté. Il s'est avéré là, que à Rouyn-Noranda, on est solidaire. Ouais. Ça, et puis on est minoritaire. Oui. Hein? Y aurait-tu, tu penses, une grosse différence? Vous arrêtez tout peint en bleu. Par rapport à l'élection fédérale ou par rapport au provincial? Au provincial? Ben, moi, en passant, là, tu sais, je crois aussi au devoir des partis d'opposition d'apporter des points de vue différents, de challenger le gouvernement. Oui. Puis en passant, Madame Lessard, tu sais, elle fait bien ça, là. Moi, je partage, je trouve qu'elle fait bien ça. Ça n'en prend. Tu sais, vous avez raison. Si toute la carte est bleue, à un moment donné, est-ce qu'on s'assoit sur ses lauriers? Peut-être. C'est peut-être qu'il y a ce risque-là.
Maintenant, quand on est en opposition ou qu'on est en mode contestation, ad vitam aeternam, comme par exemple, là, peut-être vous allez me trouver sévère, mais Madame Le Sartérien, c'est ça qu'elle est bonne, donc c'est ça qu'elle fait. Hein? Elle est en mode contestation. Pour une région, plutôt que pour une circonscription comme Rouyn-Noranda-Témiscamingue, je suis obligé de dire qu'on est plus rendu à être en mode travaillons sur une prospérité, travaillons pour nos citoyens, à avoir une plus grande prospérité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pour spécifique à Rouyn-Noranda-Témiscamingue, ça aurait été bon d'avoir un député au pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il y a des enjeux importants au Témiscamingue, de démographie, baisse de la démographie là-bas, des enjeux en agriculture, des enjeux de projets énergétiques, on en entend parler, centrale hydroélectrique communiquée au Témiscamingue, le gazoduc, des enjeux d'infrastructure à Rouyn-Noranda. Quand on a un député ici qui est en mode contestation, opposition, dénonciation, qui va demander au gouvernement de l'aide pour des projets dans sa circonscription, évidemment que l'écoute n'est pas la même. L'écoute n'est pas la même. Soyons honnêtes, c'est comme ça que ça marche. Il n'y en a pas de secret, là. Quand on est au gouvernement, on peut évidemment aller peser sur les bons bras de levier, user du jeu d'influence et de pouvoir pour apporter des choses dans la circonscription. Là, ça n'en prend, comme je dis, ça n'en prend des Madame Le Sartérien, mais pour Rouyn-Noranda-Témiscamingue, j'ai l'impression que c'est actuellement, dans la période qu'on vit actuellement, avec les enjeux que j'ai détectés dans la campagne et que je continue de détecter, ça aurait bien fait tout le gouvernement. Puis là, je reviens au fédéral, qu'on était avec le NPD depuis 2 mandats. Je reviens avec le mandat libéraux provincial. Tu sais, il y a de l'amour à donner ici. Je vais dire ça comme ça. Par rapport aux anciens mandats, aux derniers mandats qu'on a vécu dans l'opposition ou au gouvernement, mais que la circonscription de Abitibi-Est a eu beaucoup de support du gouvernement avec M. Guy Bourgeois, sans rien enlever à M. Blanchette. Je voyais qu'il y avait des efforts puis un dynamisme avec le gouvernement qui était plus présent, autant au fédéral que provincial. Donc, c'est ça. Pour le provincial... je suis obligé de dire que ça serait ça qui serait l'idéal pour Rouyn-Noranda-Témiscamingue actuellement. Un mot sur l'immigration? L'immigration, moi, je partage à 100% la vision de M. Legault là-dedans, qu'il a partagé en 2018. Il faut la diminuer pour la réussir. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Moi, je regarde, là, je suis un passionné de politique. Avec mon frère, avec ma famille, on suit ça à tous les jours. 4-5 heures par jour à tous les soirs. On le voit ce qui se passe en Europe, tu sais. On le voit c'est ce principe de multiculturalisme-là qui se fait malheureusement entrechoquer et bousculer grandement. Évidemment, on veut pas vivre ces tensions-là en Amérique du Nord. Nous, on a la chance en Amérique du Nord d'être sur un autre continent, avec des voies migratoires plus complexes et plus difficiles d'accès, on va dire ça malheureusement pour ceux qui veulent migrer. Mais ça nous donne la chance de prendre un pas de recul, de dire en Amérique du Nord, ou spécialement pour le Québec, qu'est-ce qu'on veut, nous autres? Quel genre d'immigration on veut avoir et comment on veut la faire? Je sais qu'il y a certains partis aussi qui proposent de l'augmenter de façon importante au fédéral. Qui, par exemple? Je sais que c'était dans les cartons du gouvernement libéral, d'augmenter de façon importante l'immigration. Pour il y a un monsieur que son nom m'échappe, mais j'écoutais un résumé d'un débat. Et puis lui, il dit, écoute, la façon qu'on est parti là, on a la population de la Nouvelle-Écosse tant de fois par année, ou etc., là, qui s'en vient. Faut breaker ça. Bon, l'approche de dire, on referme un petit peu ça. D'un côté, puis l'autre, les gens, écoute, il y a des restaurants qui ferment à cette heure la fin de semaine parce qu'ils n'ont pas personne. Tu sais, veux dire, moi, je vais vous conter une bonne joke. Moi, ça me dérange pas que le McDonald's soit fermé à 3h du matin. Hein? Ça me dérange pas en tout, ça. Ce qui me dérange, par exemple, c'est qu'il n'y ait pas d'infirmière à 3h du matin. Qui soit disponible pour soigner un malade. C'est clair. Tu sais, je fais la nuance, là, parce que je l'entends beaucoup. Puis je me souviens de M. Couillard qui était venu à Val-d'Or. Il était allé au Subway, mon ami, pour dire pénurie de main-d'œuvre, nous devons avoir plus d'immigration pour répondre à la pénurie de main-d'œuvre. Puis là, il s'en va au Subway, il me dit, hey, on peut pas faire de sandwich 24 heures sur 24 ici.
pour moi, c'est pas un projet de société. Combler ces besoins de main-d'œuvre-là à salaire minimum avec une immigration. Ces gens-là qui vont venir ici, premièrement, t'as pas comme un espèce de... C'est bien beau travailler au Subway quand t'es aux études ou que tu travailles là-dedans parce que bon, t'as évolué là-dedans longtemps. Mais de dire, hey, viens travailler au Subway en région, on part de Montréal, viens t'installer ici pour travailler au Subway. Je trouve que c'est pas une façon d'attirer les gens valorisante pour eux. Oui. Tu sais? Donc. En 88-89, j'engageais l'abbé Benassine. Il travaillait pour le consulat canadien en Algérie. OK. Et puis, bon, écoute, si tu me... comme un sponsor, tu sais, oui, etc., là, je pourrais aller, etc. Oui, je comprends. C'était un bon contact. J'étais dans l'industrie du bois dans ce temps-là. Fait que, il émigre au Québec, deux beaux petits-enfants, puis sa femme est médecin. Elle peut pas travailler. Ça a-tu bien changé depuis 88? J'entends encore un petit peu ça. Ils arrivent, ils ont... Ben, écoute, je suis médecin là-bas, je suis dentiste, j'ai ça. Ah, ben, commence par le McDonald's, puis après ça, on verra. Ça fait longtemps de ça, là. Ouais. On a-tu amélioré de ce côté-là? On s'en va où avec ça? À toutes les fois que je prends le taxi à Montréal, moi, je demande à la personne d'où elle vient, c'est quoi son vrai métier dans la vraie vie. Puis je suis obligé de dire que ça ressort encore, tu sais. T'as des gros spécialistes chauffeurs de taxi encore. J'ai un ingénieur civil syrien qui conduit le taxi. Ça, c'est sans préjudice, mais crème, on pourrait l'utiliser ailleurs, mettons. Il serait probablement plus valorisé dans un travail, dans son expertise, et il serait probablement plus enclin à être intégré par son travail. Son travail lui permettrait d'avoir accès à un certain nombre de gens qui valoriseraient, tout ça. Donc ça, c'est là qu'il faut faire les efforts, selon moi. Bon, il y a plusieurs enjeux. Il y a les ordres. Les ordres sont pas là pour défendre les membres ou défendre les ingénieurs du Québec ou d'ailleurs, ils sont là pour protéger le public. Hein? Donc, l'ordre des médecins protège le public pour s'assurer que les médecins qui pratiquent et qui ont le droit de pratique donnent toujours des bons services, des bons soins. Même chose des ingénieurs. Moi, je suis un ingénieur. L'ordre des ingénieurs, elle ne travaille pas pour moi. Elle s'assure que moi, je fasse ma job et j'ai les compétences pour le faire. Ouais. Donc, évidemment, moi, je ne suis pas pour abolir les ordres du tout. Je veux que ce travail-là se fasse de façon honnête et de façon claire. Mais, en effet, s'il y avait des efforts à mettre dans l'intégration de ces ingénieurs-là qui viennent de Syrie, ce soudan-là qui vient de Roumanie, qui ont des compétences, les accompagner pour, disons, mettre les compétences à niveau pour le Québec, au niveau acceptable et raisonnable, pour ensuite là, les intégrer via après ce processus-là. À l'âge que tu es rendu, tu n'es sûrement pas comme moi exacerbé ou exaspéré par la pesanteur de l'administration, de tout ça. La machine administrative, c'est pesant. Sur une plus petite échelle, on sort du Québec ou du Canada, sur une plus petite échelle, le projet d'Internet accessible à tous que j'ai commencé en 2011, j'arrivais d'un naufrage, et puis, je viens d'arriver, je vais sur l'aide sociale, monsieur, vous étiez sur un bateau. Ouais, mais ça n'a pas rapport, là, le cultivateur, ça passe au feu, là. Et bon, moi, ça a coulé. Bon, ça a pris 3 mois, le combat a pu finir, administratif, pour finalement avoir le chèque. Puis, suite à ça, j'achète un pain, j'achète une antenne, puis on continue, tu sais. Ça a pris un temps fou avant que j'aille, je pensais avoir la subvention, quelque chose. En tout cas, je rentrerai pas dans ce détail-là, mais l'administration imposante, comme ce serait au niveau du CLD ou des municipalités. Fait que je prends cet exemple-là pour dire, OK, l'ordre des médecins, c'est là pour le public. Mais j'ai 60 ans, puis je suis en train de me demander, c'est qui tire les ficelles là-dedans, parce que ça fait 10 ans. Ce projet-là, moi, c'est ma 17e entreprise. Des projets, j'en ai fait. Des moulins à scie, des écoles, des ci, des ça, dans des pays où je parlais même pas la langue. Tu sais. Puis on a amélioré la condition des gens. Puis ici, je m'étais dit, bon, OK, 1 an, 2 ans, puis après ça, on passe la porte, puis on passe à un autre appel. Ça fait 10 ans. Et puis, je sais pas si tu as pris ça aux nouvelles, mais le 13 février de cette année, un professeur de cégep avec l'ancien assistant de la polyvalente La Source, ils ont plaidé coupables aux criminels. Ils ont saboté le réseau. Ils m'ont fait du tort, puis on en parle encore. Puis, non, j'ai pas pogné ça.
Moi, je trouve ça épuisant, fatigant, parce que en 2013, bon, je commence ça en 2011. En 2013, on est la première ville au Québec à avoir un hotspot. Moi, la vision, c'était, écoute, je vais au McDonald's, peu importe où je m'assois, j'ai l'Internet. Oui. Je suis à Rouen, peu importe où je vais avec mon laptop, je veux de l'Internet. C'est ça qu'on a réussi à faire 2013-2014. On l'avait, là. Je vendais, mettons, un abonnement chez vous, mais c'était pas tellement l'adresse. C'était Jérémy et Mangue. Oui. Tu prends ton laptop, tu t'en vas voir ta blonde, n'a pas l'Internet chez eux, tu as un signal, tu as de l'Internet. Le signal, oui. Première ville au Québec en 2013-2014. C'était tellement bon que ça a été saboté par des gens d'affaires de Rouen-Noranda, puis ça a passé aux criminels, puis là, on est au civil. C'est une grosse histoire de fou. Je suis la seule compagnie à offrir des forfaits de 20, 25, 35, 40 pour dire, moi, dans le concept, bon, je fais un plant de tomates. Il est prêt à replanter, je le mets dans un pot, mais s'il faut que j'achète un 10 roues de terre, c'est pas pratique. Ouais. Je vais acheter un sac de terre, c'est tout, là. Fait que ma consommation puis mon budget, il faut être capable de respecter ça. Les transporteurs nationaux, bon, c'est 100$, ça commence avec ça. Nous autres, on a encore un forfait à 20$, c'est satisfaisant pour ma mère qui fait, mettons, le Gmail puis ces choses-là. C'est possible. Moi, j'ai démontré que ça se faisait sur un chèque d'aide sociale, et puis je vois passer des subventions du fédéral puis du provincial de millions de dollars. Le dernier qui a eu une subvention, c'est ExploreNet, il y a 2 ans, 1,5 million pour un projet en Abitibi. On n'a rien vu pousser. Dernièrement, le GIRAT annonçait qu'il recevait 15 millions pour un réseau de tours. Regarde, là, cet argent-là, elle vient de mes poches, elle vient de tes poches avec, là. Bon, le parallèle, hors des médecins, c'est pas... je comprends. Tu comprends? Oui. Qui, finalement, en bénéficie, puis... tu sais, un ombudsman, là, c'est un mot que j'étais familier il y a 25 ans, j'ai été parti, mais là, dans notre démarche Human Synergy Project, un projet de synergie humaine appliqué, on est supposé d'être capable de le faire marcher. Un moulinancier, une école, un ci, un ça, un village qui se met ensemble, let's go, on le fait. Puis, un projet d'Internet comme ça, qui a été démarré sur un chèque d'aide sociale, écoute, c'est juste pour démontrer que ça se fait avec pas d'argent, ça se fait avec la volonté du monde. Comment est-ce qu'on fait pour être protégé quand moi j'ai été ciblé par... Je vais avoir une certaine restriction sur les noms en ce moment. On est encore en plein débat de cette histoire-là. Mais la machine est difficile. Puis je me rappelle encore de la phrase de Thierry, on mettra pas le feu à la cabane, on va réparer qu'est-ce qu'il y a. Je suis allé à plusieurs assemblées de conseils de ville, différentes municipalités, puis je vois des systèmes qui sont pesants. Une certaine municipalité, je les avais dit, en octobre de l'année passée, ben si vous faites ça, vous sauvez 2000$ par année. Ça a pris ben du temps, ben des sessions, puis là, ils ont finalement eu la dernière soumission qu'ils avaient besoin par un autre. Écoute, je ne peux pas faire affaire avec moi dans le téléphone, c'est pas grave, là. Je suis pas là pour nécessairement promouvoir la compagnie, je suis pas un company man, je suis le développement social. C'est le monde, là, tu sais. Faut qu'il y ait un accès, ça n'a pas de bon sens, tout est cher. Je vais à l'épicerie, je perds connaissance. Dans les comptoirs à viande, je me promène pas souvent longtemps. Ouais. Tu sais. Et puis, 1 an plus tard, là, je suis allé voir à l'hôtel de ville. Bon, il dit, je sais que vous avez vu la proposition au dernier conseil. C'est quoi, là, qui se passe? Les 3 fournisseurs que vous aviez présentés 2 mois avant, c'était 3000$ d'installation. Moi, je vous ai dit que lui, maximum 500$. J'ai demandé l'estimé, 135$ d'installation, puis au lieu d'être 75$ par mois, c'est 25$ par mois, pour le même service, là. Puis pas par mois, là. C'est bien correct. Ouais, ben c'est une grosse décision, on va se rasseoir, tu sais, puis on va en reparler. C'est une grosse décision. C'est une grosse décision de sauver 2000$ par année. Ça va te coûter 135$ au lieu de 3000$, qui t'ont parlé, là. Je viens exaspéré. Fait que je veux bâtir l'affaire, pas remettre le feu dedans, je veux bâtir l'affaire. C'est pour ça que, j'espère que je vais t'avoir comme invité encore, puis un genre de panel ouvert, est-ce qu'on est ouvert à poser la question comme à monsieur, madame, tout le monde, là, tu sais, là. C'est quoi tu penses de ça, puis c'est quoi qu'on fait avec ça, puis comment est-ce qu'on peut peser sur les bons pitons, comment est-ce que je peux amener ma brique pour bâtir l'extérieur du bâtiment, si on veut, peu importe, là. Ouais, je comprends. Puis tu sais,
vous avez parlé de subventions pour des organismes, on va dire, là, ou des plus gros, ou qui avaient plus de moyens, ou plus c'est clair qu'à un moment donné, c'est tout le temps une question de pouvoir ou d'influence. Puis c'est pour ça que les élus se doivent d'être vigilants par rapport à tout ça. Donc, puis moi, tu sais, je suis un régionaliste aussi. Je trouve que c'est important de travailler pour sa région et de s'assurer que quand il y a des projets, par exemple, qui arrivent de l'extérieur, qui veulent l'offrir avec beaucoup de, on va dire, une grosse machine, comme par exemple un nouveau fournisseur de services qui vient s'installer ici, ben c'est important de bien regarder ça, les plus-values pour la région. Mm-hmm. Vous avez parlé du GIRAT, le réseau LTE, des choses comme ça. Moi, je pense que c'est important qu'en Abitibi, on ait un bon réseau. Là. Ça passe par là, le développement. Ça passe par là au Témiscamingue, la revitalisation de la démographie là-bas. Mm-hmm. Ça passe en partie par un réseau télécom, un réseau là, Internet de bonne qualité. Oui, mais maintenant, qui dit que ça va prendre 15 millions? Moi, c'est ça qui me choque. Exact. Là. Maintenant, regardons on le donc fait les pour 1 options million, comme là. il faut. Là. C'est ça. T'sais. Puis moi, je comprends le vers l'année. Après ça, j'avais déjà regardé ces options-là. Moi, je me suis construit en 2013, pour vous donner une idée, à Rouyn-Sud. Et puis, le principe, là, c'est d'une antenne qui parle avec l'autre, puis de faire finalement là, le lien entre chacune de ces antennes-là. Ça faisait bien du sens pour moi. Ça faisait bien du sens. Je voyais que c'était très intéressant. Là, je sais pas tout le détail des autres fournisseurs et tout ça, là, comme ExploreNet, par exemple, là, je le connais, mais j'ai pas plus de détails que ça. Mais c'est important, certainement, de regarder un peu, là, malheureusement, je vais dire ça comme ça, c'est vrai que ça ressemble des fois qu'il faut avoir les bons amis au bon moment. Ouais. Tu sais, Ouais. ça devrait pas être ça, selon moi. Là. Mm-hmm. Mais des fois, ça me donne cette impression-là, honnêtement, aussi. OK. Bon, fait que je suis pas tout seul à avoir cette impression-là. Parce qu'après la subvention d'ExploreNet de 1,5 million, l'année suivante, il commence à avoir de la compétition, etc., Cablevision, puis bon, soudainement, Cablevision s'est vu attribuer 2,3 millions. Ben voyons donc, tu sais, ils font déjà, tu peux dire, ça avait vraiment pas de sens, mais on aurait dit que avoir eu le bon ami à la bonne place, écoute, ben, il y a eu ça, mais toi, on va te calmer, on va te donner ça, puis finalement, ben, c'est pas en région, là. Et puis, ExploreNet, une autre affaire insultante. Mettons, vous voulez pas le donner vers l'avenir parce que ça a été décollé avec un chèque d'aide sociale, parfait. Il y avait déjà des compagnies existantes locales. On s'en va donner 1,5 million à une compagnie du Nouveau-Brunswick. Pour venir faire du travail ici. Ouais. Pour nous, OK, chercher l'erreur, tu sais. Et puis, les taux sont pas compétitifs ou représentatifs. Ils rencontrent pas la demande des gens à faible revenu. OK? Un autre point, les HLM, ça me chicote, bien gros. J'ai des clients, 2012, 2013, peu importe, j'ai des clients, tu sais, il y a des rues, il y a des secteurs qui ont plus d'appartements à prix modique que d'autres. Fait que je me suis empressé d'ouvrir les réseaux là. Dans ce coin-là. OK? Puis, Cardinal-Bégin, n'importe quoi, à Rouyn s'est arrangé comme un dos de chameau. Puis on a travaillé fort pour que la veuve et l'orphelin soient en mesure de... T'sais. Je me rappelle d'un cas en particulier où elle a resté au bout de Cardinal-Bégin, 3 enfants, on part en hiver à pied, on s'en va à la bibliothèque pour faire les devoirs. Quand ça fonctionne, ça coûte 3 piastres. Quand ça marche pas, ça coûte rien, mais ça marche, on marche pour retourner à la maison. Pratiquement en larmes, tu sais, là. Vite, faut mettre une tour là-bas, quand il neige, finalement, là. Fait que ça, on a fait ça. Et puis, ExploreNet arrive, on a Cablevision, ExploreNet a acheté OnDeNet, ça l'a évolué. Pour monsieur et madame tout le monde, au niveau des HLM, j'ai des clients, bon, ils sont là, ils attendent, ils sont sur la liste. Finalement, ils ont une réponse. OK, je l'ai. Hey, je vais déménager à l'adresse. Je peux pas te desservir parce que les HLM veulent pas une antenne sur le bâtiment. Ta seule option, c'est Cablevision. OK? Fait que là, tu pars de 40$ par mois. Tu as finalement ta place au HLM. Pour avoir l'Internet, il faut que tu payes 80. Bon, écoute, si vous voulez pas avoir vers l'avenir, parce que ça a été débuté sur un chèque d'aide sociale, c'est peut-être pas bon, mais c'était 40$, c'est 80$, ben payez le 40$ de différence. Hein?
J'ai voulu rencontrer, j'ai été incapable de rencontrer la direction pour me faire expliquer un peu, parce que je lis le site du HLM, puis bon, ben, les gens à faible revenu, les personnes dans le besoin, les personnes âgées. Mais en pratique, moi je suis militant, mais ils sont chanceux que j'aie plus 33 ans, parce que je les aurais marré à la tête. Ils sont chanceux, je suis vieux, OK? Mais ça m'intéresse encore, je suis militant, puis je veux pas mettre le feu, mais je veux trouver les bons matériaux, puis comment est-ce qu'on fait comment est-ce qu'on est capable de mettre les gens ensemble? Ça reste la grande question mystère. C'est sûr que des projets comme ça, ça va tellement être utile pour une grande partie de gens. On va dire, comme vous dites, dans les HLM et tout ça. Je vois pas pourquoi que ça serait pas réalisable ou qu'ils sortent une histoire d'antenne. Là. Ça m'intrigue un peu. Tu sais, on voit un petit peu, peut-être pas de la mauvaise foi, mais tu sais, un certain nombre de réticences qui sont questionnables, là, certainement. Là. Oui. Ça fait penser à l'ordre des médecins un petit peu. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Là. Ils disent qu'ils sont là pour protéger monsieur et madame tout le monde. Mais finalement, il y a un certain lobby ou une certaine vision derrière qui... En 10 ans, j'en ai vu passer. Je suis pas obligé de nommer personne, n'importe. Quand j'ai commencé ça, sollicite ou informe. Écoute, ça m'intéresse, mais t'à coup, ça marche pas, puis que je veux revenir à Télébec, peut-être qu'ils voudront pas me reprendre. J'ai entendu ça, là. OK? On prend une pause là-dessus, un bémol. L'éducation éloigne la pauvreté. Dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle langue. Fait qu'avec le temps, on va vous dire, écoutez, l'autre va essayer, éventuellement, bon, un an plus tard, ben ça marche, OK, je vais l'essayer. Tu sais, cette pensée-là, là. Puis l'autre, t'as pas peur que, comme le vision, t'as pas peur qu'il te casse les deux jambes? Non. Pas dans ce sens-là. On continue. Tu sais, après 2 ans et demi d'efforts, là, l'idée, c'était de montrer le chemin. OK, ça peut se faire, là. Regarde, il n'y a pas de loi qui interdit ça. Il n'y a pas personne qui va me casser les jambes, il n'y a pas rien, il n'y a pas ci. Puis là, ben, ça se développe. Là, les gens, ils ont une alternative. Il y en a une alternative à Rouyn-Noranda. Mais ça a pris 10 ans. Il y a une lenteur épouvantable sur la machine. Et puis, là, 2 ans, en 2017, je rencontrais Martine, qui est pour la CAVAC. Et puis, on discutait comme ça, puis elle dit, écoute, la dernière fois qu'il y a eu une manifestation qui a compté, c'est en 1980 ou 88, je peux me tromper, là où il y a eu, comme elle parlait de 60 000 femmes se sont présentées à Ottawa, là, tu sais. Elle dit, c'est la dernière fois qu'on a eu une grosse manifestation, les gens n'en font plus. Comme, on est tanné. Elle dit, t'as le droit à me parler à moi, elle dit, t'as le droit de continuer dans ton effort, là, mais c'est utopique, puis ça se reproduira plus. Les gens sont écœurés, ils créent plus. On veut même plus sortir pour débattre le point, sans, comme dirait Thierry, sans mettre le feu. On veut dire, hey, on est là, puis on serait d'accord à ce qu'il y ait une table de concertation ou quelque chose. Mais j'aimerais ça qu'on continue à en parler. La mobilisation des gens. Tu crées-tu à ça? Ben, certainement, elle a changé, ou elle est différente. Moi, c'est ce que je constate, là, c'est comme vous dites, avant, il y avait le principe de manifestation, tout ça. Moi, ayant 33 ans, tu sais, je vois que le débat se tient maintenant beaucoup plus sur les réseaux sociaux que c'était à l'époque. Mais le débat est encore là. Oui. Quelqu'un qui veut débattre, là, tu peux aller sur Twitter, là, puis tu t'abonnes à une couple de comptes, puis il y a moyen de débattre. Est-ce que ça a la même impact que les façons de faire de mobilisation, on va dire, plus conventionnelles? Peut-être que non, ça c'est vrai. Donc, c'est... Peut-être plus durable? Les paroles s'en vont, les écrits restent? Ouais. Ouais, c'est ça, en effet. Je sais pas. Tu sais, oui. J'essaye de me donner de l'espoir. Non, mais c'est ça. Tu sais, par exemple, une vidéo YouTube. Tu sais, les jeunes, là, mettons, là, 25 ans et moins, là, eux, là, ils vivent leur politique à travers des YouTubers, à travers des gens qui leur font du contenu ou qui les font réfléchir. Okay. Et ensuite, c'est à travers les commentaires, les interactions entre le producteur le YouTuber, par exemple. C'est je donne des exemples bien précis, mais c'est... cette mobilisation-là, donc, existe encore, mais elle est très différente. Mais par exemple, on peut parler de la manifestation pour le climat. Il y avait quand même beaucoup de monde, là, il y a quelques semaines.
Moi, très honnêtement, par exemple, on parle de bâtir et réparer la maison. Il y a beaucoup de ces leaders-là, dans cette manifestation-là, que c'est mettre le feu à la maison qu'ils veulent. Oui. Hein, on s'entend? Oui. Mais ça, restons sur le principe que la grande majorité sont de bonne volonté et qui veulent en faire plus pour l'environnement et pour le climat. Donc, il y a certains sujets comme ça qui touchent beaucoup les émotions des gens, qui mobilisent les gens à sortir, mais peut-être un petit peu plus restreint le nombre de sujets et le débat se passe plus aussi sur virtuellement, j'ai l'impression. Je voudrais pas te laisser aller sans parler de l'environnement, Oui. de l'énergie. C'est vrai, ça, le réchauffement de la planète? Bon, fait que ça, c'était un méchant beau sujet. Ouais. C'était un gros sujet. Moi, j'avais la chance de travailler à Bay James le soir, puis c'est ça, je faisais la joke avec mes amis, puis ben moi, le soir, là, je faisais de la politique, puis j'étais tout seul dans ma chambre à Bay James, puis tu peux pas faire grand-chose d'autre, tu sais. Okay. Tu comprends? Fait que, tu sais, j'avais le temps de penser pas mal, comme on dit, j'avais le temps de me renseigner là-dessus. Oui. Tu sais, ce qui est, moi, je reviens à la base dans ce dossier-là. Depuis 200 ans, les humains ont augmenté la concentration de CO2 dans l'atmosphère. OK. Allons à la base. OK. Le CO2 est un gaz à effet de serre. Mm-hmm. Ça, c'est la base. Ça, c'est la science. Les gens, ils disent beaucoup, la science d'ici, là. Non. La science, ça dit rien. La science fait des expériences. Okay. La science démontre par l'expérience. La science, ça dit rien, t'sais. Cependant, on sait que l'expérience, le CO2, c'est un gaz à effet de serre. Donc, travaillons à ce que le niveau de gaz à effet de serre dans l'atmosphère soit un niveau qu'on connaît ou qu'on est capable de dire, OK, quand le niveau de gaz à effet de serre était à ce niveau-là, la température était pas trop influencée, tu sais. Et puis, travaillons sur ce qu'on peut contrôler, c'est-à-dire les émissions de gaz à effet de serre de l'humanité. Hein? Sur les volcans, là, ça se met mal un bouchon sur un volcan, parce qu'il va sortir ailleurs. Tu comprends, je veux dire, tu sais? Oui, oui. Donc, travaillons là-dessus. Travaillons sur la base, la diminution du CO2 dans l'atmosphère. Pour se permettre, comment je peux dire, le plus de marge de manœuvre. Maintenant, est-ce qu'on peut complètement arrêter les émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui? Non. Non, parce que sinon, il faut que tu mettes le feu à la maison. Hein? Ouais. Puis, sais-tu quoi? Mettre le feu à la maison, ça en rejette beaucoup de gaz. Ça, c'est oui. Tu vois le genre? Oui, oui. Et puis ensuite, travaillons aussi sur ce qu'on peut contrôler en tant que société et assurons-nous de faire les bonnes choses et de bien les planifier dans le temps. En ce moment, là, tu sais, là, la Chine émet 25% des émissions de gaz à effet de serre. Puis ça s'en va en montant comme ça. Il y a 30 ans, les Chinois, c'était des agriculteurs. Maintenant, ils vivent dans des villes de plusieurs millions d'habitants. Ils ont des voitures, ils ont du chauffage, alouette. Ça, on peut pas contrôler ça, nous autres, les Québécois. On peut pas. C'est loin, c'est trop loin pour nous. C'est hors de notre cercle d'influence. Donc, travaillons sur ce que nous, on peut faire. Diminuer les gaz à effet de serre ici. Mais gardons en tête que on n'a pas la clé de voûte de la solution finale. Ouais. Gardons en tête que nous, notre influence, là, on peut la faire ici. Mais c'est pas de mettre le feu à la maison, la solution. Moi, je me suis acheté une auto électrique. Parce que j'y crois. Moi, au Québec, on a de l'énergie renouvelable, de l'énergie propre. L'électrification des transports au Québec, c'est une bonne idée. Est-ce qu'il faut empêcher le monde d'acheter des pick-up? Non. Allons-y graduellement. Allons-y, respectons l'offre et la demande du marché. Faisons des incitatifs pour augmenter l'offre et inciter la demande. Allons-y sur le long terme comme ça. Puis on va y arriver sur le long terme. Tu sais, on utilise moi, j'aime pas le terme crise climatique. La crise climatique implique que actuellement, la maison est en feu. Ouais. La maison n'est pas en feu. En ce moment, il y a une augmentation du CO2 dans l'atmosphère. Travaillons là-dessus. On faut comprendre qu'on peut pas régler le problème à nous tout seuls. Même qu'on n'aurait plus d'enfants, qu'on mangerait plus de viande, qu'on conduirait plus d'auto, qu'on prendrait plus l'avion. Ça réglera pas le problème. Parce que les émissions des autres joueurs de la planète sont à des ordres de grandeur complètement différents. Ouais. Mais travaillons sur le long terme pour arriver à dire, regardez, nous, là, au Québec, on a fait notre part, là. On a diminué nos gaz à effet de serre, on a fait des barrages hydroélectriques pour avoir des sources d'énergie propres et renouvelables et fiables. On a électrifié une bonne partie de nos transports. Travaillons pour continuer à l'électrifier. Électrifier aussi notre chauffage, le chauffage au gaz naturel. On devrait
aller à l'électricité, tu sais, chauffage au bois. Oui, tu sais, le cycle du carbone, faut bien l'utiliser. Mais est-ce qu'on n'aurait pas davantage à avoir plus de chauffage électrique dans certains domaines? Donc, travaillons sur nos forces, concentrons-nous sur ce qu'on contrôle et gardons en tête une vision plus long terme de ça. Je te remercie beaucoup. Ouais, ça me fait plaisir, c'était bien le fun. Ouais. Merci. Ouais, merci, M. Caron. Sans détour. Avec Sylvain Caron.